Salut Léa, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Léa, tu es maire adjointe dans le 18e arrondissement de Paris, tu es membre d'Europe Écologie Les Verts et tu es surtout la candidate aux législatives pour la NUPS, la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans la troisième circonscription de Paris. Et ton adversaire principal, c'est le député sortant, c'est le patron de la République En Marche, Stanislas Guerini. Il s'est particulièrement illustré hier dans une interview sur France Info où il s'est livré à une défense du député Jérôme Perra, condamné pour des faits de violence à l'encontre de sa femme, qui a quand même eu 14 jours d'ITT, d'interruption de temps de travail. Une défense assez pathétique et cynique, si je puis me permettre. Finalement, Jérôme Perra s'est retiré au moment où vous faisiez, avec Sandrine Rousseau et Raphaël Rémilleux, une conférence de presse sur le sujet, justement. Comment est-ce que tu juges toute cette séquence? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites par Stanislas Guerini lors de cette interview sur France Info le mercredi 18 mai. La première chose, c'est effectivement, il défendait l'investiture de quelqu'un qui avait été condamné pour violence conjugale. Ça, c'est sa responsabilité de chef de parti. Je ne partage pas du tout ça, mais je ne suis pas là pour dire est-ce qu'il doit ou non défendre cette investiture. Pour l'instant, il n'y a rien dans la loi qui l'obligerait à ne pas défendre l'investiture. Par contre, ce qui m'a extrêmement choquée, moi, c'est la manière dont Stanislas Guerini l'a défendu. En disant peu ou prou, il y a une condamnation et il y a mon intime conviction. Et mon intime conviction, c'est que cet homme n'est pas violent et c'est un honnête homme. C'est ce qu'il a dit. Et en fait, comme si une condamnation avait moins de valeur que l'intime conviction de Stanislas Guerini, tout puissant qu'il pourrait être en tant que patron du parti présidentiel. Et en fait, quand on est patron d'un parti présidentiel, les décisions de justice, on les respecte et on ne met pas ses positions personnelles au-dessus de ce que signifient ces positions de justice. Et c'est ça qui est extrêmement choquant. En fait, au-delà de cette défense d'un homme qui a été condamné pour violence conjugale, qui s'est retiré, et tant mieux, Stanislas Guerini doit vraiment s'expliquer sur la manière dont il a de concevoir les décisions de justice qui comptent plus pour certains que pour lui parce que, je ne sais pas, son intime conviction, elle fait force de loi selon lui. Mais c'est pas la première fois en fait que le parti présidentiel s'illustre en disant, en se basant en fait sur les intimes convictions des hommes. On se souvient d'Emmanuel Macron qui avait dit oui, on s'est parlé entre d'homme à homme. Je crois que c'est ça qu'il avait dit. Est-ce que toi là aujourd'hui, tu viens de dire, tu demandes que Stanislas Guerini s'explique. Pour toi, il devrait, enfin, ce type de propos, ça lui disqualifie totalement. Tu te dis juste que bon bah sur ce qui devrait être la grande cause du quinquennat, hein, à la fois celui qui vient de se terminer et celui qui va commencer, il est juste complètement à côté de la plaque. En fait, je me suis posé beaucoup de fois la question. Je me suis dit, c'est pas un homme bête. A priori, il est plutôt intelligent. Donc, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Soit il le pense vraiment, soit il s'en fout complètement. Et en fait, dans les deux cas de figure, c'est très grave. S'il le pense vraiment, c'est très grave parce que ça veut dire que politiquement, il n'est pas du tout aligné, mais avec un dixième des promesses qu'ils font. Alors, je ne te raconte pas des actes comme ils sont néants, du coup, c'est à peu près aligné. Mais s'il n'y pense même pas, s'il s'en fout complètement, c'est aussi très grave. La lutte contre les violences conjugales, ça a été mis comme la grande cause du quinquennat. En fait, il n'y a rien eu. Les associations continuent de demander le milliard d'euros sur la table pour mettre en place les dispositifs qui permettent de lutter contre ces violences conjugales. Il n'en est rien. Les associations sont malmenées. Il y en a énormément qui nous expliquent la saturation des appels d'urgence, mais aussi le fait que ces associations en fait, remplissent des missions de service public. L'accueil des femmes dans les commissariats, mais tout, soit il s'en fiche, soit il est complètement cynique, mais dans les deux cas, c'est grave. Moi, je ne sais pas si ça le disqualifie pour se présenter à une élection, ça, je le laisse responsable en fait de sa propre candidature. Ce que je souhaite, c'est que les habitantes et les habitants de la troisième circonscription de Paris, qui par ailleurs ne l'ont jamais vu sur le terrain, puissent avoir l'occasion d'avoir un débat entre nous deux, mais aussi d'autres candidatures sur cette question-là. Sur cette question-là, parce que c'est un arrondissement qui est concerné par ces sujets. Il y a des associations dans le 18e et dans le 17e arrondissement qui luttent contre les violences faites aux femmes. Et en fait, on leur doit une parole très claire, et notamment qu'ils viennent présenter son bilan et que je puisse aussi lui répondre sur ça. Alors justement, parlons un peu de ta campagne dans ta circonscription. Si on additionne
toute la gauche, elle est un peu en dessous de 40%. Emmanuel Macron aussi, pardon, je parle du premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Je sais qu'on ne peut pas calquer ce premier tour de l'élection présidentielle sur le premier tour de la législative du 11 juin prochain. Mais quand même, ça donne une idée en fait de ce qui pourrait se passer de l'état des forces en présence. Donc, la gauche fait un peu moins de 40%. Emmanuel Macron est très haut, hein, il est autour de 38%. Est-ce que tu crois dans tes chances de victoire? Est-ce que tu mènes une campagne de témoignage ou tu mènes une campagne pour aller gagner, pour être député à la fin juin prochain? En fait, moi, je mène une campagne pour gagner, pas simplement pour me faire plaisir et gagner un siège de député. C'est parce qu'en fait, on en a besoin. On a besoin de députés de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. On en a besoin parce qu'il nous faut une majorité pour changer radicalement les choses, pour changer la vie des gens, mettre en place le programme sur lequel on s'est toutes et tous mis d'accord. Donc, ce sont des centaines de propositions. Tous les partis qui constituent cette coalition se sont mis d'accord. C'est inédit, ça s'est jamais fait. Et en fait, on en a besoin parce que ce qu'on porte, c'est vraiment une transformation sur le blocage des prix, sur l'augmentation du SMIC, sur la retraite à 60 ans, mais aussi sur la question écolo, c'est-à-dire que quand on va traiter la question de l'eau, la question de nos ressources naturelles qui sont en train de s'épuiser, ou bien la sortie des énergies fossiles, qu'elles soient en France, mais partout ailleurs, alors qu'on voit que là, on est en plein pic de canicule à Paris, mais qu'on a des canicules qui sont littéralement létales en Inde, au Pakistan, en fait, on n'a plus le temps de l'inaction. Et en matière d'inaction climatique, le gouvernement sortant s'est franchement bien illustré. Il a même été condamné. Et en fait, depuis ça, il n'avance pas. Et en matière d'écologie, quand on n'avance pas, en fait, on recule parce que le réchauffement climatique avance très, très, très vite. Donc voilà, pourquoi est-ce que nous, on y va pour gagner? Parce qu'en fait, il y a urgence aussi démocratique. Et là, les habitantes et les habitants de la troisième circonscription me le disent tout à fait. En fait, on n'a pas vu notre député, on ne sait pas à quoi il sert. Apparemment, il est DG d'En Marche, mais en fait, il n'est toujours pas le député, le représentant de notre circonscription. On a besoin de lui. En tout cas, moi, je me mets au service des habitantes et des habitants pour essayer de construire un projet qui leur ressemble, qui nous permette aussi de changer les choses. Et donc, on y va pour gagner. Alors, pour gagner, ce n'est pas facile. Il y a des choses qui vont être compliquées, notamment parce que même si la gauche cumulée, en tout cas ce camp gauche écolo cumulé, réalise un bon score dans cette circonscription, c'est le travail des élus locaux, des militants aussi qui ont beaucoup travaillé. En fait, on sait qu'il y a une démobilisation, notamment de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, entre la présidentielle et les législatives. Il y a parfois plus de 70% des personnes qui ne viennent pas se déplacer. Et en fait, il faut leur dire, c'est pas fini. Vous avez été déçus pour le résultat du second tour, c'est pas fini, on peut encore le faire ensemble. Et c'est ce qu'on fait, on fait du porte-à-porte, on va devant les écoles, on rencontre tout le monde vraiment pour essayer de les remobiliser et leur redonner espoir. Moi, j'espère ne pas... L'espoir, il est énorme, donc ma mobilisation, mon engagement aussi, mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin que toutes les personnes qui se sont mobilisées pour le premier tour reviennent pour voter pour ces élections. Donc, ce sur quoi tu as mis l'accent dans ta campagne, c'est la possibilité finalement de l'alternative à Emmanuel Macron. Est-ce que tu penses que Jean-Luc Mélenchon peut être Premier ministre en tant qu'écologiste, en tant que membre d'Europe Écologie Les Verts? C'est ce que tu souhaites que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre? En fait, moi, on a fait un très bel accord. J'ai fait partie de l'équipe de négociation puisque je suis déléguée aux élections pour Europe Écologie Les Verts. Et en fait, je suis très, très fière de l'accord qu'on a réalisé. Cet accord, il est inédit. C'est la première fois qu'on a un accord sur l'ensemble des circonscriptions françaises avec un projet et avec une stratégie qui est partagée également. Et cette stratégie, c'est celle d'avoir une majorité qui ensuite enverra Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. J'ai pas l'accord honteux, c'est-à-dire que c'est sur ça qu'on s'est donné la possibilité de pouvoir enfin proposer quelque chose d'inédit aux électrices et aux électeurs qui ont envie que les choses changent. Donc oui, Jean-Luc Mélenchon, il est sur les tracts, je vais vous en montrer un, regardez, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, hop, vous le voyez là. Bien sûr, c'est ça aussi l'objectif. Il y a aussi une des questions qu'on se pose après la ratification de cet accord par les différentes forces politiques qu'on sait, c'est comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Est-ce que les militants et les militantes des différents partis, toi par exemple, tu es membre d'Europe Écologie Les Verts, est-ce que dans ta campagne, parmi les gens qui traquent, parmi les gens qui font les réunions, qui font du porte-à-porte, etc., est-ce que tu as aussi des communistes, des insoumis et des socialistes? Ou c'est chacun dans son coin?
Non, c'est vraiment, on a décidé dans cette circonscription de faire campagne ensemble et ça se passe super bien. On a fait une première rencontre où il y avait les communistes, les insoumis, les socialistes. On a pu échanger sur notre vision de la campagne, sur les axes stratégiques, sur les propositions qu'on avait envie de porter collectivement. On a tous les lundis soirs ici, parce que là c'est le local de campagne, un comité de campagne très ouvert, même les habitants peuvent venir, la porte est ouverte. Et en fait, ça se passe extrêmement bien. Les insoumis, les socialistes, enfin, on voit qu'il y a un truc qui se passe. On n'a pas envie que le soufflet retombe. On a envie de gagner ensemble pour que aussi dans cette circonscription, eh ben, on continue à travailler. Bien sûr, il y a des choses qui ont été qui avaient déjà été faites, déjà amorcées. Par exemple, on a un sujet, nous, dans la troisième circonscription, c'est la disparition d'un hôpital, qui est l'hôpital Bichat, qui va disparaître au profit d'un grand hôpital nord à Saint-Ouen. Il y a des suppressions de lits en capacitaire générale, mais c'est aussi la suppression d'une maternité et d'autres choses de proximité comme les urgences. Et c'est très important dans le 18e arrondissement. Et donc, en fait, toute la gauche, tous les écologistes étaient déjà mobilisés contre ce projet. Donc, on avait l'habitude de travailler ensemble. Et là, c'est un plaisir de faire campagne tous ensemble. Est-ce que tu penses que tu dis j'ai pas envie que le soufflet ne retombe? Est-ce que tu penses que le cadre finalement de cette alliance, il va pouvoir perdurer au-delà des élections législatives? Est-ce que c'est finalement un cadre de discussion plus général de la gauche qui avait un peu disparu ces dernières années quand même, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions, on va dire entre 2017 et 2022 entre les écologistes, les insoumis, les communistes et les socialistes, hein. C'est un peu chacun dans son coin. Est-ce que là tu penses qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été initié, ou est-ce que ça va retomber en septembre et chacun va repartir dans sa maison? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis qu'il n'y a pas eu de cadre de discussion. En réalité, entre les élections municipales, les élections régionales et départementales, en fait, les forces politiques se sont parlé. Quand on a fait des alliances de second tour et de premier tour, comme par exemple dans les Hauts-de-France, en fait, les forces politiques se sont parlé. Par ailleurs, dans plein de villes, les forces politiques se parlent parce qu'en fait, elles gèrent des exécutifs ensemble. Que ce soit à Lyon ou à Bordeaux, où on a des maires écologistes, mais aussi à Rennes ou à Nantes, où ce sont des maires socialistes. En fait, les écologistes, les socialistes, les communistes et les insoumis discutent. Donc voilà, il y a quand même eu des espaces politiques de discussion qui n'ont pas toujours été formalisés, mais en tout cas, on va dire les militants locaux, les élus locaux se parlent, se comprennent, et je pense que ça a beaucoup facilité aussi l'accord. Et donc moi, je vois plutôt comme une continuité. C'est-à-dire qu'on a eu des moments où on ne s'est pas retrouvés pour les élections européennes, même si nous, les écologistes, on a réuni autour de la candidature de Yannick Jadot 3 listes européennes qui étaient différentes, celle de Delphine Batho, celle de Yannick Jadot et celle conduite par Benoît Hamon. Et en fait, ça, l'union, elle est encore en train de continuer. Donc moi, je pense vraiment que c'est un espace qui va continuer. Quand on milite ensemble, on le voit, ça crée des liens entre les militants qui n'arrivent plus trop à se défaire. Et ça, c'est vraiment très précieux de pouvoir faire des campagnes même très courtes ensemble. Et je pense que ça va continuer. Je ne sais pas encore dans quel cadre. Il y aura un intergroupe à l'Assemblée nationale. On portera des choses ensemble. On verra comment ça va évoluer. J'ai une dernière question, Léa. Là, dans les villes que tu as citées, tu n'as pas cité Paris. Paris est donc dirigée par Anne Hidalgo, c'est la maire de Paris. Elle était candidate à l'élection présidentielle. Elle a fait un score qui n'était pas très heureux, voilà, qui n'était pas très élevé, on va dire, en dessous des attentes, c'est comme ça qu'on dit. Comment est-ce que toi, en fait, tu juges ce score, mais surtout, on sait que Anne Hidalgo, notamment dans la dernière période, a été très agressive à l'encontre de certains de ses concurrents, notamment à gauche, notamment de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant que vous êtes dans la même alliance, est-ce que c'est pas un problème, en fait, d'avoir une personnalité? Je te dis ça parce que toi, tu es élu à Paris, alors tu n'es pas conseillère de Paris, mais j'imagine que tu es quand même en lien avec la mairie de Paris et avec des socialistes dans ton arrondissement, bien sûr. Comment est-ce que tu penses que ça va se passer? Est-ce que tu penses que les inimitiés qui ont paru vraiment très exacerbées pendant la dernière partie de la campagne, elles vont réussir à retomber et vous allez réussir à retravailler sereinement avec Anne Hidalgo? Alors, je travaille très très bien avec les socialistes de mon arrondissement de Paris. Le maire de mon arrondissement, du 18e arrondissement, c'est Éric Legendre, il est socialiste et ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de difficulté pour mener les politiques publiques pour lesquelles on a été élu.
moi, dans cet accord, ce que j'ai envie de retenir, c'est pas forcément la manière dont on a, comment est-ce qu'on en est arrivé là et avec quelles inimitiés, etc. C'est vraiment qu'est-ce qu'on a envie de réaliser. Et en fait, ce qu'on a envie de réaliser est tellement important, tellement puissant, tellement, comment dire, il va changer la vie de tellement de personnes qu'en fait, on a vraiment besoin de se mettre toutes et tous d'accord. Et ça se passe très bien. Les socialistes du 17e arrondissement sont aussi en campagne sur cette circonscription. Donc, franchement, moi, je ne vois pas de difficulté. Il y a peut-être eu à un moment donné des mots qui ont été prononcés plus fort et c'est des campagnes. Et voilà, Oui, par c'est exemple, comme ça. il y a le cas dans le 20e arrondissement de Lamia El Haraj face à Daniel Simonet et le fait que Lamia El Haraj se maintienne alors que c'est Daniel Simonet qui a été investi par la NUPES. Est-ce que ça, tu ne penses pas que ça va un peu entacher la possibilité d'une alliance qui durerait plus longtemps à Paris pour Je ne pense pas qu'une circonscription, toute parisienne qu'elle soit, puisse entacher la formidable dynamique qu'on a construite. En fait, je pense qu'on est au-dessus de ça et que ce serait regarder le truc par le petit bout de la lorgnière. Donc, non, vraiment pas. Moi, je vois pas comment. En fait, dans 576 autres circonscriptions, ça se passe très, très bien. On a tous envie de gagner. On est tous ensemble. Donc, ce n'est pas une circo qui va changer la donne pour toute la nouvelle Union populaire écologique et sociale. eh ben, j'espère que c'est toi qui auras raison. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi.